En 1983, la firme japonaise Nintendo sort le jeu Mario Bros sur une multitude de consoles de l'époque, telles que l'Atari 2600 ou encore la NES, la console de Nintendo. Vendu à plus de 2 millions d'exemplaires sur cette seule console, le jeu connaît un succès mondial et devient à lui seul une raison d'acheter la NES. C'est à la fois un extraordinaire succès, une remontée du jeu vidéo après le crash du jeu vidéo de 1983 et un excellent prétexte pour parler de mécanique. Mario est en effet poursuivi par une nuée de châtaignes à pattes et autres tortues volantes et est en passe de se faire rattraper quand il avise un banal tuyau devant lui qui pourra le tirer de ce mauvais pas et qui, comble de la chance, est surplombé par un champignon vaguement verdâtre, aussi appelé une vie supplémentaire. Pour survivre, il va lui falloir user de son super pouvoir, le saut. Il prend de l'élan, saute, mais l'atteindra-t-il, cet objectif salutaire? On va décomposer ce bête saut de 4 secondes de jeu en 2 parties. La prise d'élan sur le terrain plat et puis le saut proprement dit. On doit donc calculer d'abord la vitesse atteinte lorsque Mario arrive près du tuyau et déterminer non seulement s'il atteindra le rebord, mais encore s'il atteindra la vie supplémentaire. Vous allez voir, ça va être amusant. Étrangement, peu de gens sont d'accord avec moi quand je dis ça. Voici rapidement résumé les différentes valeurs données. On considère qu'au départ, Mario se met à courir et qu'il n'a pas de vitesse initiale. Le plombier est d'ailleurs assimilé à un point de l'espace, pour faciliter les calculs. Considérons la première partie. La course de Mario est apparentée à une force motrice de norme grand F qui le pousse en avant. Première chose, il s'agit de faire un bilan des forces qui s'appliquent sur Mario. Le poids P qui l'attire vers le bas. La réaction du sol R qui l'empêche de s'enfoncer. La force motrice grand F qui le fait avancer. Et les frottements petit f qui existent quand même. Non mais on va pas vous faciliter la tâche. Le poids est, avec la force électrostatique, une force conservative, pareil en tout point du milieu. La réaction du sol, quant à elle, n'est pas conservative, mais elle s'applique perpendiculairement au déplacement. Elle ne travaille donc pas. Elle n'influence pas l'énergie de Mario durant son déplacement. La force motrice, par contre, n'est pas conservative, et elle travaille, de même que les frottements, puisque leur direction n'est pas perpendiculaire à la direction du déplacement de Mario. Nous sommes ainsi dans une situation où il existe au moins une force non conservative et qui travaille. Et ainsi, la différence d'énergie mécanique de Mario entre le point de saut et le départ est égale à la somme des travaux des forces non conservatives. Ici, la force motrice et les frottements. En effet, la réaction du sol ne travaille pas et elle est donc nulle. Développons d'abord la différence d'énergie mécanique à gauche. Il s'agit de l'énergie mécanique au point saut d'arrivée moins l'énergie mécanique au point départ de départ. Et l'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur. Voilà. Maintenant, l'énergie cinétique, c'est 1/2 de la masse fois la vitesse au carré. Et l'énergie potentielle de pesanteur, c'est la masse fois le champ de pesanteur fois la hauteur. Mais on peut simplifier. Mario est au niveau 0 du sol, donc exit les deux énergies potentielles de pesanteur. Et puis, au point de départ, il n'a pas de vitesse, donc fini l'énergie cinétique au départ.
C'est déjà plus clair. Ensuite, on a dit que cette différence d'énergie mécanique était égale à la somme des travaux des forces non conservatives. Comme pour toutes les forces appliquées de manière constante sur une ligne droite, le travail de la force vaut la valeur de la force fois la distance fois le cosinus de l'angle entre la direction du vecteur déplacement et celle du vecteur force. Prenons d'abord le travail de la force motrice. L'angle alpha vaut 0, puisque les vecteurs sont collinéaires, et cos de 0 vaut 1. Ensuite, le vecteur de la force de frottement est toujours opposé au déplacement. Donc l'angle vaut 180 degrés, et le cosinus moins 1. Tenez, on peut même mettre la distance en facteur. Ensuite, il s'agit juste d'exprimer la vitesse toute seule. On multiplie par 2, on divise par la masse et on met une racine carrée. Voilà pour la première partie. Voyons maintenant le saut. Rebelote, on fait le bilan des forces. Il y a toujours le poids P de Mario. Et maintenant, on va même ignorer les frottements, puisque vous avez compris le principe et qu'il me faut un exemple sans frottement. Donc là, il n'y a que le poids qui s'exerce, poids qui est une force conservative. Comme seule une force conservative s'exerce sur le système, la différence d'énergie mécanique entre un point du saut et un autre vaut 0. Autrement dit, l'énergie mécanique reste constante. Pour résoudre ce problème, on va voir quelle hauteur maximale Mario peut atteindre en sautant avec cette vitesse. On prend donc l'énergie mécanique au point de saut et l'énergie mécanique au point de hauteur maximale. Comme il y a conservation de l'énergie mécanique, ces deux énergies sont égales. Et on peut éliminer d'emblée deux valeurs. L'énergie potentielle de pesanteur au point de saut, puisque Mario est encore au sol, et l'énergie cinétique au point d'altitude maximale, puisqu'à ce moment, il n'a plus de vitesse avant de retomber. On a donc l'énergie cinétique au point du saut, qui est égale à l'énergie potentielle au point de hauteur maximale. On met le calcul littéral des différentes énergies, on divise par la masse et le champ de pesanteur, et on trouve l'altitude maximale atteinte par Mario durant son saut. Vous aurez remarqué que je n'ai pas donné une seule valeur numérique, je n'ai travaillé qu'avec des lettres. Parce que ce qui est bien, c'est que maintenant, quelles que soient les conditions de départ qu'on vous donne, vous pourrez, avec ces calculs, trouver la vitesse de Mario juste avant de sauter et l'altitude maximale atteinte. Avant de finir, je vais faire une petite digression sur le travail et l'énergie avec des particules chargées électriquement et des forces électrostatiques. D'abord, c'est la même chose qu'avant, mais avec un poids généralement négligé et de l'énergie potentielle électrique. Et elle vaut V, soit le potentiel électrique qu'elle subit, fois Q, la charge de la particule. Q est négatif ou positif selon la particule considérée, noyau d'atomes, électrons, protons, etc. Et il dépend de la particule. Un proton, c'est une charge Q égale E. Un électron, Q égale moins E. Un noyau d'hélium, Q égale 2E, puisqu'il y a 2 protons, etc., etc. Au fait, E, c'est la charge élémentaire, qui vaut 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Quant au travail de la force électrostatique, tout comme le travail du poids s'écrit mgza moins zb, le travail d'une force électrostatique s'écrit Q, la charge de la particule donc, fois Va moins Vb, c'est-à-dire le potentiel électrique du point de départ
moins le potentiel électrique du point d'arrivée. Et là, vous avez l'essentiel. En bref,